Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Marie-Laure. Comment allez-vous? Geneviève, Samia, Pauline, bonsoir. Laetitia, Sandrine, Céline, bonsoir. Jamal, bonsoir. François. Karima, bonsoir. Ahmed, bonsoir. Jean-Loup, bonsoir. Katia. Annick. Claudette, bonsoir. Béné, bonsoir. Daniel. Alors, je ne sais pas, vous m'entendez? Daniel Martine, bonsoir. Dorothée. René, bonsoir. Katia, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouvel espace. Dans ce nouvel espace de psychanalyse pour tous. Katia, Simon, bonsoir. Nelly, bonsoir. Oui, ok, d'accord. Merci Marie-Laure. Donc le son fonctionne bien. Lana, bonsoir. Marie, bonsoir. Donc je vous laisse arriver. Ok pour le son, d'accord, très bien. Donc je peux continuer à parler. Camille, bonsoir. Comment allez-vous? Et Iman, bonsoir. Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. Alexandra, Sandrine, Nina, on entend bien, merci Jean-Loup. Nicole. Alors vous voyez, aujourd'hui donc nous nous sommes proposés de parler de la ménopause. Dorothée, Dalal, bonsoir, de parler de la ménopause. Donc dans ce son excellent, super, René, Valérie, bonsoir. Donc, quand on parle de la ménopause, on ne va pas évidemment parler que Lana, bonsoir, que de la femme. Nous allons parler principalement d'elle. Paola, bonsoir. Éléonore, bonsoir. Principalement d'elle, mais nous devons le savoir, nous devons le répéter parce que c'est une chose très importante, c'est-à-dire rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et la ménopause, c'est une étape de la vie qui, d'une manière ou d'une autre, nous concerne tous. D'abord, quel que soit notre âge, et je dirais aussi que quel que soit notre sexe. Alors, premièrement, parce que, Philalie, bonsoir, Albertine, bonsoir, premièrement parce que nous sommes Sonia, bonsoir, donc non seulement parce que nous ne sommes pas simplement féminins, sinon que nous sommes tous féminins et masculins, masculins et féminins. Catherine, Rousse des Neiges, bonsoir. Nathalie Morvan, bonsoir. Donc d'un côté il y a ça, et parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, dans le sens où ça fait partie de ces étapes de la vie, comme beaucoup d'autres étapes dans lesquelles nous allons passer, qu'il n'y a pas de caractéristiques d'étapes de la vie où on va dire non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est un petit peu ce qu'on va voir ce soir, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés par ce moment de la ménopause, ou directement ou indirectement, c'est-à-dire parce que nous avons des contacts avec des gens qui peuvent être en relation donc avec on dit ce climatère, cette étape de la vie particulière. Je vais dire cette étape de la vie particulière, mais nous le savons. Anne, bonsoir. Lia, bonsoir. C'est-à-dire que toutes les étapes de notre vie sont particulières. Et on va d'ailleurs, quand on parle de ménopause, on a l'habitude de mettre en relation la ménopause avec cette autre étape de la puberté qui donc touche réellement tout le monde, et ça va bien, merci Sonia, donc qui touche tout le monde, l'étape de la puberté. Dans ces grands changements, Féti, Valérie, bonsoir, dans ces grands changements de ces étapes qui mettent en jeu dans le sujet une nouvelle énergie.
Donc nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous, donc bonsoir à tous, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Nadia, bonsoir, Fatima, bonsoir. Donc cet espace de psychanalyse pour tous, donc comme vous le savez, vous pouvez le partager dans vos réseaux sociaux, ce sont des informations à dire Smelika, bonsoir, Valine, qui font partie de notre culture générale. Wafa, bonsoir. Faraoui, bonsoir. Donc notre culture générale. Comment penser ou comment la psychanalyse, grâce à ces instruments, pense la ménopause. Donc cette partie, cette étape de la vie qu'on espère que nous allons tous vivre. Hein, puisque il est préférable de passer par là. Ça veut dire que nous sommes vivants. Rosas, bonsoir. Hassan, bonsoir. Donc, comme vous devez le savoir, le mot ménopause est étymologiquement des origines qui viennent dire que méno de ménopause, c'est la menstruation, et la paucis, donc en latin, qui veut dire l'arrêt de la menstruation, l'arrêt des règles. On va voir. C'est donc la disparition des règles chez la femme. Et que c'est juste, on va dire, une manifestation qui marque une période qu'on va appeler aussi la climatère, une période qui s'appelle la climatère. Et donc, c'est une étape qui définit donc cette étape de la vie d'une femme qui perd sa capacité reproductive. C'est-à-dire, autant l'homme va pouvoir reproduire jusqu'à la fin de ses jours, alors que la femme, elle a la chance de pouvoir dire jusqu'ici j'ai cette possibilité-là et maintenant je peux commencer quelque chose de nouveau, puisque en fait c'est de ça dont il va s'agir. Donc certains disent que la ménopause, donc comme vous le savez, ça peut commencer à partir de 45 ans jusqu'à 55 ans, sont les dates, c'est une dizaine d'années où la ménopause donc peut commencer et qu'elle va être considérée comme terminée, la ménopause. Après, elle est confirmée, on va dire avec certitude, après 12 mois d'arrêt des règles. C'est là où on va pouvoir donc donner le certificat de la ménopause. Et donc, le plus important, et ce que je vais répéter ici plusieurs fois, c'est que cette ménopause, c'est un processus physiologique naturel. C'est une étape, chez certaines femmes, ça arrive trop tôt, 20 ans après une chirurgie totale. Oui, effectivement, Alessandra. Donc, il y a effectivement donc l'âge moyen, l'âge moyen, c'est entre 45 et 55, mais qu'il y a des femmes qui vont jusqu'à 60 ans, et il y en a d'autres qui commencent donc avant ou à cause de chirurgie ou d'étapes particulières, parce que nous savons que toutes les femmes ont un rythme particulier, une relation tout à fait particulière donc avec les règles. Donc c'est une étape physiologique naturelle, donc normale, et une étape en fait qui est donc bien évidemment obligatoire. Bonsoir Daniel, une étape obligatoire dans le vieillissement, c'est ce qu'on appelle, donc ça fait partie de ces étapes de la vie. Donc on va dire que techniquement ça consiste à un arrêt de l'ovulation à cause d'un épuisement de tous les follicules primordiaux situés dans les ovaires qui sont responsables de la libération des ovocytes dans les trompes utérines, et donc un arrêt définitif des règles et donc des cycles menstruels à cause de l'arrêt de la sécrétion d'estrogène. D'accord, donc voilà ce qui se passe donc chez la femme et qui va mettre un terme à ces règles qui l'ont accompagnée pendant donc de nombreuses années. Donc c'est pour beaucoup une libération, puisque enfin on a pu à s'occuper de ces règles. La femme déprime, il paraît, pendant cette période. Il paraît. Et donc on va voir justement ce qui fait référence un petit peu à ces et on dit que, il paraît que,
Vicky, bonsoir. Donc, il y en a certains, il y a des médecins qui parlent d'une étape où c'est une crise de personnalité, où il peut y avoir tout type de symptômes. Mais en fait, ces symptômes ne sont pas, on ne va pas les trouver chez toutes les femmes. Donc, comme on ne va pas les trouver chez toutes les femmes, hein, ce qu'on voit, la perte des pertes. Donc, on ne va pas le trouver chez toutes les femmes, ce qui veut dire qu'il y a une part du psychisme qui est en jeu dans ce processus. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui sont en jeu pour la femme, mais ça ne veut pas dire que les symptômes sont obligatoires. Mais en général, la médecine principalement parle de dépression, comme René qui parle de la perte des pertes, la dépression, il y en a qui souffrent d'insomnie. Et en fait, ce qui se passe réellement, Denise, bonsoir, ce qui se passe réellement, c'est comme lors de la puberté, en fait, il y a une grande modification des altérations principales de la libido. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui est mobilisée à cette époque-là, à ce moment-là, et qui va donc, on va voir, provoquer cette altération de la libido, cette augmentation de la libido qui va provoquer ou qui peut provoquer donc des altérations organiques. Donc il y a aussi une autre chose, donc comme René fait référence à la perte des pertes, quelque chose qui va rentrer en jeu aussi à cette époque de la vie d'une femme, c'est ce qu'on appelle donc le syndrome du nid vide. Alors je ne sais pas si on dit ça en France ou en français, c'est-à-dire l'étape où les enfants sont grands, les enfants sont partis, et que les parents, que la mère doit commencer à s'occuper sérieusement de sa vie si elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Donc, et ça peut donc représenter, parce qu'on va dire, il y a certaines femmes qui vont considérer que ils se retrouvent avec une vie vide, parce que toute leur vie jusqu'ici, en fait, elles n'avaient pas de vie non plus, puisque toute leur vie était dédiée aux enfants, et donc quand les enfants, dans le rythme normal, ils partent, ils décident de partir, ils partent pour commencer leur propre chemin, et la femme, elle se rend compte qu'en fait, elle n'avait pas travaillé pour sa propre vie. Et donc, certaines peuvent tomber dans ce cadre dépressif, non, et qui vont être donc associées à cet âge de la ménopause. Hein. Donc, comme quoi, il y aurait à ce moment-là une perte, une soi-disant perte des fonctions maternelles, alors que les fonctions maternelles, non, elles ont été terminées bien, bien avant, puisque les enfants, dès qu'ils n'ont plus besoin de nous, ils nous le font savoir assez rapidement. Donc il y a une chose aussi qui rentre en jeu, c'est, on va dire, ce qui va rentrer en jeu c'est cette étape qui vient comme une sorte de sonnette d'alarme pour dire voilà, le vieillissement commence, non, la vieillesse commence. Donc à partir de 50 ans, la vieillesse. Donc cette femme qui pouvait ou qui considérait qu'elle pouvait briller d'une certaine façon avec son corps, qui était un attribut avec lequel en général elle était assez fière ou qu'elle pouvait l'être, et que tout d'un coup, ce corps, il ne répond plus exactement comme avant, dans le sens où il y a des modifications. Et pour certaines femmes, cette fin de capacité de la reproduction, c'est le chemin en fait qui montre, maintenant on n'a plus qu'à attendre la mort. Et effectivement, pour certaines femmes, c'est vraiment ce qui leur arrive, c'est comme ça qu'elles vont vivre la ménopause. Donc on voit qu'il y a nos idées sur cette étape de la vie qui vont influencer énormément notre manière de vivre cette étape. C'est-à-dire que en 1900, donc à l'époque de l'interprétation des rêves de Sigmund Freud, l'espérance de vie des femmes, Célia bonsoir, l'espérance de vie des femmes était de 37 ans. Alors qu'aujourd'hui, quand on a la ménopause à 50 ans, nous savons que nous sommes arrivés à la moitié de notre vie. Donc, nous avons une nouvelle vie qui commence. Marie, bonsoir, une nouvelle vie qui commence, puisqu'aujourd'hui, l'espérance de vie pour les femmes, non, et en France, je crois que c'est un des pays où l'espérance de vie est une des espérances de vie les plus élevées, où on arrive à 87 ans. Donc,
on peut tranquillement, je suis en pleine préménopause, pas facile de reconnaître ce corps changeant. Donc vous voyez, ce sont des idées que nous avons sur ce corps, des idées, donc pas facile de reconnaître ce corps changeant. Elisabeth, bonsoir. Donc, parce qu'en fait, il ne change pas tellement. Non, c'est pas un corps qui va énormément changer. Donc, on va voir selon les idées que nous avons. Donc, encore une fois, je répète, sur ces étapes de vie. Donc nous avons encore la moitié de notre vie et que nous savons, bonsoir docteur, nous savons que de toute façon, c'est le rythme normal, que heureusement que nous passons par là. Ça fait partie du rythme normal. Il y en a qui sont mortes avant, on va dire, et qui n'ont pas eu la possibilité de vivre cette étape. Donc, c'est une étape qui fait partie de la vie et qui nous montre en plus quelque chose de nouveau, quelque chose que nous ne connaissions pas de nous-mêmes et que nous allons pouvoir découvrir. Alors, il y a cette chose qui rentre en jeu et qui est importante. Donc, on parlait des enfants puisque en fait pour la femme, les enfants ont une haute valeur psychique. Nadine, bonsoir, et une haute valeur psychique. Alors comme vous le savez, que les êtres humains, la tendance des êtres humains, donc c'est de former une famille, de se mettre en couple, d'avoir des enfants, et que c'est quelque chose qui va en fait au-delà du sujet même, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à l'espèce. Et nous devons savoir que l'espèce humaine est toujours plus forte et plus puissante, en fait, a plus de place dans notre vie que notre appareil psychique. C'est-à-dire que l'espèce humaine, elle va chercher à se reproduire coûte que coûte. Non, et qu'en plus, il y a des caractéristiques, c'est-à-dire que l'espèce, elle ne s'intéresse pas à savoir si l'enfant il va être joli, si l'enfant il va avoir des parents qui vont s'occuper de lui. Tout ça, ce n'est pas l'objectif de l'espèce. L'objectif de l'espèce, c'est vraiment la reproduction coûte que coûte. Donc, et je disais que donc aussi andropause. Donc, est-ce si différent au plan psychique que pour les hommes? L'andropause n'est-elle pas également une confrontation au vieillissement? Mais c'est quelque chose de différent, d'accord? C'est quelque chose de différent, c'est une particularité donc pour l'homme qui est différent, où il faudrait voir aussi, puisque la perte de virilité, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est-à-dire que ça aussi ça montre en fait, ces étapes de la vie vont montrer comment nous avons vécu jusqu'ici. Parce qu'un homme qui va souffrir, parce qu'aujourd'hui il n'a plus d'érection, c'est-à-dire que toute sa vie était basée sur cette possibilité d'érection, et que si tout d'un coup il considère qu'il devient impuissant parce qu'il n'a plus d'érection, ou que tout d'un coup il y a une partie de sa vie sexuelle qui s'éteint à cause de ce manque d'érection, ou que l'érection ne fonctionne plus autant ou plus facilement qu'avant. Donc ce sont des particularités, ça nous montre comment nous avons pensé l'être humain jusqu'ici, et comment aussi nous avons pensé notre sexualité, parce que la sexualité, bien évidemment, ne se réduit pas ni à une érection, ni à on va dire, oui, ne se réduit pas à une érection, heureusement. Donc on parlait de cette valeur psychique très importante donc chez la femme quand on parle des enfants, et c'est quelque chose donc, Jamila, bonsoir, quelque chose qui est important, c'est-à-dire que, encore une fois, on fait référence à cette valeur psychique des enfants pour la petite fille, c'est-à-dire que la petite fille, dans son développement sexuel, quand elle va se rendre compte, dans son développement, que les petits garçons, eux, ont un pénis alors qu'elle n'en a pas, et qu'elle va devoir donc passer, tout comme le petit garçon d'ailleurs, par ce processus de symboliser le masculin et de symboliser le féminin. C'est pour ça qu'on va dire que dans chacun de nous, au niveau psychique, nous allons devoir symboliser le masculin et le féminin dans chacun de nous. Donc, mais à ce moment-là, la petite fille, elle va penser que, comme le petit garçon d'ailleurs, va penser que tout le monde a un pénis. D'ailleurs, ils vont pas le considérer comme un pénis, sinon que ça va, Marie-Thérèse, bonsoir, on va parler d'un phallus. C'est-à-dire que c'est l'étape phallique où ils pensent que tout le monde, en fait, que
plus qu'un phallus, ce qu'il vient montrer cette étape phallique, c'est qu'en fait nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux, nous avons tous la même anatomie et le même corps. Et que donc, évidemment, dans ce développement, la petite fille comme le petit garçon vont se rendre compte que ce n'est pas comme ça, qu'il existe des différences, et que la petite fille, on va dire qu'elle va souffrir ce qu'on appelle l'envie du pénis, qui est en réalité l'envie du phallus. C'est-à-dire que c'est quelque chose, Sandrine, bonsoir, qui est une représentation, une attribution. Hein. Et donc, on va voir que, et quand on parle d'envie du phallus, c'est-à-dire qu'elle va désirer et posséder un phallus comme le petit garçon. Parce qu'en fait, au départ de son développement, elle pensait qu'elle en avait un, que son clitoris avait la même valeur que le pénis du petit garçon. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte, petit à petit, donc elle se rende compte qu'il y a une différence. Et comme elle ne connaît pas l'existence du vagin, elle se considère comme qu'il lui manque quelque chose. Donc il va y avoir cette relation qui peut durer et qui va durer d'une façon psychique dans la vie des femmes pendant toute leur vie et qui va passer dans différentes étapes. Donc c'est-à-dire que cette envie du phallus va pouvoir se déplacer dans la vie des femmes par ce que va nous montrer Freud, non, il va nous le démontrer, démontrer que dans l'appareil psychique, en fait, ce pénis a la même valeur, pour le sujet qu'un enfant. Donc à partir de quel âge à l'étape phallique, 4-5 ans peut-être. Mais après ce sont des étapes où on va voir justement aujourd'hui que ce ne sont pas des étapes que nous avons complètement abandonné, c'est-à-dire que il y a encore des femmes, quand vous écoutez des femmes qui parlent et qui disent je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas, elles ne font référence au fond que ce qu'elles n'ont vraiment pas, c'est un pénis. Non, comme s'il était possible dans la vie d'un être humain de tout avoir. Donc c'est quelque chose. Donc quand elles souffrent, de cette situation, ça fait référence au fond qu'il y a quelque chose qu'elle considère qu'elle devrait avoir et qu'elle n'ont pas. Donc pendant un temps, la petite fille, elle va penser que ça va grandir, que ça va pousser, que ce pénis va pousser. Et donc jusqu'à ce qu'elle accepte d'une certaine façon que elle n'en a pas et qu'elle va donc, ce désir de pénis va se déplacer, parle bien et je fais référence à la situation psychique, pas à la vie consciente du sujet, la vie psychique, qui va se déplacer d'un désir d'un enfant. Et d'ailleurs, on va voir que les femmes, il y a de nombreuses femmes, par exemple, qui se sentent phalliques, on va dire, quand elles sont enceintes, d'autres, elles vont se sentir phalliques une fois qu'elles ont un enfant, et en plus, si c'est un garçon, encore plus. Donc, il y a toujours cette constitution psychique qui va intervenir mais ce sont aussi des femmes insatisfaites. Bah oui, mais insatisfaite de quoi? Donc on disait on parlait de cette importance des enfants, non? Bonsoir Vénice. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que en fait, le désir, ce que la femme va devoir apprendre dans son développement, ou grâce à la psychanalyse, de pouvoir apprendre qu'en fait, le désir n'a pas d'objet particulier. C'est-à-dire que le désir, ce qu'il fait, c'est se déplacer. Donc le désir va naître, par exemple, il va pas naître à ce moment-là, sinon qu'il va naître avant, mais qu'il va se déplacer, qu'il peut donc passer par le désir d'avoir un pénis, le désir d'avoir un enfant, ou il peut directement se déplacer et de passer exactement comme dit Nadine pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire donc leur désir du travail, de leur implication dans la société, c'est-à-dire comment elles se donnent dans leur travail pour, par exemple, la construction d'un pont, pour écrire un livre, pour sauver une vie. Donc tout ça, ça peut avoir au niveau psychique la même valeur pour la femme. C'est-à-dire que pour l'espèce humaine, ça ne va pas avoir la même valeur, bien évidemment, puisqu'il y a certaines femmes qui ne vont pas se reproduire, mais qui peuvent produire. On va dire qu'il y a cette différence, donc cette possibilité pour la femme de reproduire et de produire. Donc, et c'est de produire, de faire des produits, les artistes,
Je veux dire qu'il y a beaucoup de manières de, Michel Bonsoir, de pouvoir sublimer en fait ce désir pour pouvoir faire d'autres choses dans notre vie et en plus de pouvoir léguer à la culture quelque chose où on va dire sans trop d'ambition de dire de pouvoir laisser une trace en disant voilà comment moi j'ai fait ma vie dans ce monde, dans le monde dans lequel j'ai vécu, non, et de laisser une trace. On dit d'ailleurs que la femme à partir de 50 ans, justement, quand elle s'est libérée de ses devoirs de l'espèce, et elle va pouvoir enfin s'occuper et ambitionner une place dans l'histoire, une place dans l'histoire. Claudine Attal, bonsoir. Non, une place dans l'histoire, c'est-à-dire sans vouloir révolutionner la situation, simplement de dire voilà, moi j'ai fait quelque chose, j'ai publié des livres, ou j'ai fait ce que non, le chemin que chacun ou que chacune va pouvoir réaliser. D'ailleurs, nous le voyons de plus en plus aujourd'hui, des femmes qui commencent une nouvelle vie à partir de cette étape de la ménopause, qui vont pouvoir donc commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Et on va voir pourquoi. Donc je répète, pour la psychanalyse, donc je dis pour la psychanalyse dans le sens où je le sépare complètement de la médecine, que la médecine, bien évidemment, elle a toujours cette tendance à utiliser des médicaments pour faire face aux symptômes, alors qu'en psychanalyse, on dit que la ménopause, c'est un signifiant qui va bien au-delà du biologique et qui en lui-même ne constitue aucune altération, que c'est un processus normal. Non, de la même façon qu'il y a des jeunes femmes qui n'ont aucune douleur pour leurs règles, il y a Amel Bonsoir, donc il y a aussi des femmes qui ne vont passer par aucun symptôme lors de cette ménopause. Donc on va voir, mais on va voir que ce n'est pas si simple. Sophie Soumeya, bonsoir. Donc ce n'est pas si simple, effectivement, que c'est une étape particulière et que c'est pour ça que l'accompagnement, on va dire, d'une psychanalyste pour pouvoir penser cette nouvelle femme que je deviens en passant par là et tout ce que je dois m'aider, on va dire, pourquoi attendre la ménopause pour commencer une nouvelle vie. Ben on va le voir, Céline. Alors, ce n'est pas attendre la ménopause, vous pouvez déjà commencer dès aujourd'hui, Céline. Effectivement, ce n'est pas la peine d'attendre, mais je veux dire que c'est un moment où on voit qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui profitent de ce moment pour réorganiser leur vie. Donc, on va dire, les enfants sont partis en général, non? Il y a des transformations dans leur couple et qu'elles vont pouvoir faire quelque chose. Mais on va voir ce qui arrive spécialement donc dans cette étape et qui arrive pour toutes les femmes. Donc il y a dans cet arrêt de la fonction reproductive, on va dire qu'il y a quelque chose qui va ouvrir la voie pour la femme à un double chemin. Alors d'un côté, il y a cette blessure narcissique, donc qui fait référence, bien sûr, la création se substitue à la procréation, très bien. Et donc il y a une blessure, les bouffées de chaleur seraient-elles des symptômes et non pas des effets d'une modification hormonale? Donc ce sont des symptômes, effectivement, Daniel. Donc il y a des modifications hormonales. Qu'en est-il du traumatisme pour les femmes qui subissent une ménopause précoce? Ben, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez traumatique, non? Je veux dire que ce sont des choses qui nous arrivent. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a certaines femmes où il y a une ménopause avant. Alors, je veux dire que ça fait partie, il faut accepter ce qui nous tombe dessus. On va dire, il faut accepter ce qui nous tombe dessus. Et donc, si elle est précoce, elle est précoce. Après, donc, je veux dire, profitons-en. Donc, nous sommes libérés de ces fonctions où nous avons travaillé jusque-là pour l'espèce. Et en plus, on va dire que d'une certaine façon, nous avons travaillé pour l'espèce, et on va voir, c'est ce que Freud découvre, que nous ayons eu des enfants, que nous n'en ayons pas eu, que nous n'avons jamais eu l'intention d'en avoir, nous avons toujours une énergie jusqu'à la ménopause qui est occupée, une énergie psychique qui s'occupe et qui travaille d'une manière ou d'une autre pour l'espèce, même s'il ne produit rien, non? Dans le sens où il y a quelque chose, on va voir, qui
qui nous attrape de l'espèce. Donc on parlait de cette blessure narcissique ou qui fait référence bien sûr avec l'étape de la ménopause, donc à cette notre finitude, donc qui nous rappelle que cette vie aura une fin. Mais c'est aussi donc cette double voie dont on parle, le début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle vie qui commence. Donc parce qu'on va voir, et ce que Freud va nous montrer, c'est que tout changement provoque chez le sujet une augmentation de la libido. Et donc, et on va voir que cette libido, donc, c'est cette énergie que nous pouvons utiliser pour faire l'amour, pour lire, pour écrire, pour travailler, pour tous les verbes en fait que nous utilisons au quotidien, et que c'est ça notre véritable sexualité. Notre sexualité ne se limite pas à notre génitalité, sinon que ça fait partie de tous les verbes, et au plus ces verbes sont en relation avec le social, avec la culture, avec le travail avec d'autres personnes, non, pour partager des projets et intervenir. Donc, quand il y a une augmentation de cette libido, et donc la ménopause, c'est une augmentation de la libido dans le sens où il y a donc cette libido qui était utilisée ou qui est, même si elle n'était pas utilisée, je veux dire, c'était une libido qui était disponible dans l'appareil psychique pour la reproduction. Et une fois que la ménopause donc s'est installée, et cette libido est devenue libre, elle est libérée. Donc c'est pour ça qu'il y a une augmentation, d'où les bouffées de chaleur. Et alors les bouffées de chaleur, c'est donc, on va voir que toute cette libido, on l'utilise à quelque chose, ou elle revient sur le corps. Et c'est ce qu'a découvert donc la psychanalyse. C'est-à-dire que cette libido, si on ne l'utilise pas, si on ne cherche pas à la sublimer, alors qu'on peut dire, pour se relier à notre énergie de vie, donc c'est pas obligatoirement les plaisirs de la vie, Sophie, sinon on ne cherche pas les plaisirs de la vie, sinon qu'on cherche à vivre, simplement. Non, après, on n'aura pas toujours des plaisirs, sinon qu'on va s'intéresser à essayer de vivre, donc de nous donner des satisfactions et de pouvoir faire plein de choses, de rencontrer des gens et de travailler dans des projets. Donc cette libido qui est libérée, il va falloir lui donner un objectif, parce que cette libido qui est libérée et dont on ne s'occupe pas, comme je disais, c'est une libido qui va revenir sur le corps, non? Donc, on va voir. Donc, je répète, de la même façon que vieillir, ce n'est pas une maladie, la ménopause, ce n'est pas non plus une maladie. Donc, face à certains symptômes de ces changements effectivement hormonaux qui existent, on va voir, il est nécessaire de se psychanalyser pour pouvoir utiliser cette énergie qui tout d'un coup apparaît. Non? Donc, et que si la ménopause arrive donc à provoquer des maladies, ou des symptômes, il faut avoir recours à la psychanalyse sans douter. Donc, donc on va dire non que vieillir, on n'est pas obligé de souffrir quand on vieillit, de la même façon qu'on n'est pas obligé de souffrir quand on grandit, et qu'on n'est pas non plus obligé de souffrir face aux transformations que va nous proposer la ménopause. Non, cette richesse, je dirais, que nous offre la ménopause. Donc, comme on disait, ces symptômes physiques qui peuvent apparaître chez certaines femmes, comme elles n'apparaissent pas dans tous les cas, nous pouvons dire qu'il y a des questions psychiques qui sont en jeu dans cette transformation. Alors il y a certaines manifestations, par exemple on va dire il y a la perte du volume des seins, il y a l'augmentation du poids, pour certaines il y a la perte des cheveux, donc ce sont des altérations qui sont dues au
aux modifications hormonales. Donc ça fait partie, on va dire, d'une certaine... ça fait partie des choses qui peuvent arriver, non? Et ensuite, ben, il peut y avoir donc ces bouffées de chaleur, il peut y avoir certains tremblements, des frissons, des sueurs nocturnes, des altérations psychiques, des changements d'humeur, de l'anxiété, la dépression, l'irritabilité, la peur, l'altération de la mémoire, l'insomnie, et une chose qui va être importante aussi pour certaines femmes, par exemple, c'est la peur de perdre la possibilité de la jouissance sexuelle, non? Parce qu'il y en a certaines qui vont aussi présenter une sécheresse vaginale, donc qui vont rendre leurs relations sexuelles douloureuses. Relations de ménopause et crise de moitié de vie. Donc il faut regarder, non? Il faut voir donc dans chaque cas, non? Parce que la moitié de vie, non, pourquoi ça devrait être une crise? Non, on devrait être content d'être arrivé jusque-là et qu'il nous reste encore, non, le meilleur à vivre. Non? Donc, parce que Freud nous dit que le désir, à cette étape-là de la vie, en fait, il doit se détacher du biologique. C'est-à-dire que le désir n'a plus à s'occuper de la biologie et qu'une femme peut continuer à désirer jusqu'à la mort. Les hommes aussi, bien évidemment. D'ailleurs, Freud dit que le sujet biologique meurt quand le sujet psychique cesse de désirer. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout va partir de cet appareil psychique. Quand l'appareil psychique cesse de désirer, le sujet biologique meurt. Donc, il va y avoir donc la manifestation de ces symptômes, donc que nombreuses sont celles qui vont considérer comme normales, alors qu'elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce que justement, face à cette augmentation de la libido, on va voir que la femme, elle va montrer un petit peu ce qu'elle pense de cette libido qui tout d'un coup surgit dans sa vie, qu'elle ne sait pas quoi faire. Alors bien évidemment, ce sont des manifestations qui sont des interprétations que consciemment on ne va pas sentir obligatoirement, on va sentir des bouffées de chaleur. Donc les bouffées de chaleur, non, c'est une représentation, on va dire, non, on voit des femmes, ici en Espagne, ils sortent l'éventail, ils disent « Ah, qu'est-ce que j'ai chaud, qu'est-ce que j'ai chaud !» Donc ça fait référence à une augmentation de la libido, une sorte d'excitation donc qui se produit. Et on va voir que pour certaines femmes, en fait, cette augmentation de la libido, ça correspond pour une sorte de répugnance. C'est-à-dire qu'à leur âge, des désirs sexuels, alors qu'elles s'étaient permises d'avoir des relations sexuelles, donc parce qu'elles étaient mariées, parce qu'elles, pour justement cette énergie qui était là pour la reproduction, mais qu'une fois que cette énergie n'est plus là pour la reproduction, à quoi ça sert de faire l'amour? Donc pour certaines, il y a, on va dire, une certaine répugnance à cette augmentation de la libido, non, à cette augmentation exagérée de la libido. Donc, c'est-à-dire que toute cette libido qui était en relation avec la reproduction, donc tout d'un coup, se libère, et donc il va falloir y trouver d'autres applications différentes avec cette énergie, non? Donc, et que cette augmentation de la libido, donc c'est la cause des symptômes de la ménopause. Et la réponse de la femme face à cette situation, parce que le plus important, c'est que c'est la femme qui est en jeu de comment elle va répondre face à cette augmentation de la libido qui est en jeu. Et donc là, il y a plein de composants qui peuvent intervenir, et sur chaque femme, ça va être quelque chose de tout à fait particulier, non? C'est-à-dire, je me libère de l'espèce. Alors maintenant que je suis libérée de l'espèce, je peux commencer à avoir une sexualité plus ample. C'est-à-dire que ma sexualité ne va pas être réduite ou ne travailler que dans un objectif, sinon qu'elle va pouvoir s'ouvrir, on va dire, sur le monde. Donc, comme on voyait, il y a deux moments dans la vie d'une femme où il y a cette augmentation de la libido qui va produire donc certains troubles, donc la puberté. Donc on voit que ces jeunes pubères, non, qui ont plein de troubles, c'est aussi pour cette augmentation de la libido et dont ils ne savent pas quoi faire. Inès, bonsoir. Et donc l'autre moment, c'est la ménopause, non?
Et donc, si je ne l'utilise pas, cette libido, donc si je ne sublime pas cette libido, ben, ça va produire, non, parce que cette libido, c'est-à-dire cette excitabilité, hein, c'est une excitation, une augmentation de notre excitation, une augmentation de l'énergie sexuelle. Donc, et on va voir que ces symptômes, en général, ils vont être en relation avec ce qu'on appelle la névrose d'angoisse. C'est-à-dire que la névrose d'angoisse, c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire c'est une libido qui est là disponible et que, en fait, le sujet n'utilise pas. Donc, n'utilise pas pour faire l'amour ou pour faire d'autres choses. Non, donc, parce que la libido, quand elle est, ou elle peut être utilisée, pour faire l'amour, ou elle peut être utilisée psychiquement. Non, et que quand elle n'est pas utilisée, ben elle s'en va sur le corps. Non, elle va s'exprimer sur le corps, parce que cette libido, elle doit s'exprimer, obligatoirement. Du coup, elle va fabriquer des symptômes, non, la création particulière, non, c'est une création, sauf qu'on va utiliser le corps comme scène, et donc ce n'est pas le meilleur moyen. On peut aller trouver d'autres types de scènes pour exprimer, pour produire, pour utiliser cette libido. Non, donc ce qui ne se sublime pas va sur le corps. Et on va voir qu'il y a aussi, donc à partir de la ménopause, il peut y avoir donc chez certaines femmes un changement de caractère, alors qui n'est pas considéré comme normal, parce que ce changement de caractère n'est pas obligatoire du tout, mais sur certaines femmes, donc comme face à cette augmentation de la libido, ben, il peut y avoir, donc quand on ne sait pas quoi en faire, il va y avoir aussi des changements de caractère. Non, donc par exemple, il y a des femmes à partir, on le sait, c'est assez vu dans la littérature classique, où il y a certaines femmes qui deviennent grincheuses, impertinentes, obstinées, mesquines, avares, qui commencent à avoir des traits sadiques et qui commencent à développer en fait ce qu'on appelle l'érotisme anal. Non, et on va voir que ça c'est en relation, donc la libido non utilisée se déplace sur le corps et crée des douleurs, des symptômes. Oui, Céline. Et en fait, on va voir que cette transformation de ces traits de caractère, donc ça c'est très intéressant, bah, c'est une régression de la libido. Donc cette libido qui devrait être utilisée donc à l'étape génitale ou par la sublimation, quand elle n'est pas utilisée, ben, cette libido va régresser, elle va régresser avant l'étape génitale, dans le sens où, comme on ne s'occupe pas de cette génitalité, qu'on ne veut rien savoir de notre être sexué, non, de notre être sexué, parce que rappelez-vous, le problème avec la sexuation, ou la difficulté avec la sexuation, bon, c'est toute la répression qui existe sur la sexualité en général, et pour les femmes plus encore que pour les hommes. Et cette répression qui existe sur la sexualité, on peut apprendre à avoir une sexualité libérée de la reproduction bien avant la ménopause, n'est-ce pas? Ça aide à mieux vivre sa sexualité pendant la ménopause. Alors vous voulez déjà commencer, Sophie, c'est ça? Non? Vous dites, moi je vais déjà me préparer. Donc, mais cette sexualité, elle n'est pas libérée. Non? C'est-à-dire que on ne parle pas de sexualité libérée. Non, on parle de énergie, de libido libérée. Donc cette libido libérée, c'est pour ça qu'il y a une augmentation à partir de la ménopause, qu'on peut avoir une sexualité libérée, bien évidemment, et dès la puberté, mais c'est pas c'est pas évident. Mais bien évidemment qu'on peut commencer à utiliser le plus possible notre libido, parce que rappelez-vous, cette libido qui n'est pas utilisée pour la sublimation, ben, obligatoirement elle est utilisée après pour produire d'autres choses chez le sujet. Est-ce que dire d'une personne qui n'a pas de désir sexuel, ça n'existe pas, Céline? Ça n'existe pas. Nous avons tous des désirs sexuels. Ok, d'accord, Sophie. Donc, on parlait de ces changements de caractère, de traits de caractère, donc avec certaines femmes qui vieillissent et qui en fait donc ne veulent rien savoir de leur être sexué, donc refusent de savoir, donc comme je disais, qu'il y a déjà cette tendance à ne rien vouloir de savoir de notre sexuation, donc de notre sexualité, et principalement parce que cette sexualité fait référence à notre mortalité, c'est-à-dire que nous sommes des êtres sexués,
sexuée, c'est une caractéristique aussi naturelle que nous avons des difficultés à accepter comme quelque chose qui fait partie de notre vie, non, notre sexualité, de la même façon qu'on va au restaurant pour manger et que nous devrions avoir une sexualité pour avoir une certaine satisfaction sans faire tant d'histoires sur cette vie sexuelle. Et en plus, donc, oui, donc principalement parce que ça fait référence donc à notre situation de mortel. Donc, face à ça, il y a différents chemins que la femme peut prendre pour dire non, moi je ne veux rien savoir de ça, cette augmentation de la libido, je ne veux rien en savoir, je ne veux pas m'en occuper. Et donc, si je ne veux pas m'en occuper, ben, elle va, la libido, prendre le chemin qui va lui être permis. Le chemin qui va lui être permis, donc, par exemple, ces changements de traits de caractère et d'autres manifestations donc, qui vont arriver. D'ailleurs, c'est l'étape, la ménopause, non, c'est l'étape où va se produire chez de nombreuses femmes des maladies. Des maladies, donc de la même façon. Donc il peut y avoir ces maladies qui sont propres, non, les sueurs nocturnes, les insomnies, donc on voit que ce sont des symptômes propres à une excitation sexuelle. Et après, il y a des maladies directement où il peut y avoir par exemple la thyroïde, non, qui est une maladie donc assez habituelle pour les femmes à l'étape de la ménopause, non, et l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, les douleurs ostéomusculaires, donc ils sont très fréquentes à cette époque-là. Mais de la même façon, on se fait toujours référence à cette augmentation de libido, non, qui n'est pas utilisée. Donc, qui n'est pas utilisée. C'est-à-dire, et en plus, après, il y a un travail à faire, parce que plus que faire, non, faire face à cette transformation de notre corps qui, en fait, il y a une transformation, mais tout au long de notre vie, il y a de nombreuses transformations de notre corps. Les femmes, quand elles sont enceintes, après, il faut maigrir, après ceci. Donc, sinon que c'est avec ce deuil qu'il faut faire, non, qu'il y a un travail de deuil à faire, c'est-à-dire que cette étape de vie qui se termine, il y a un deuil à faire pour pouvoir continuer, on va dire, pour pouvoir continuer ce que cette libération va nous produire, va nous permettre de vivre. Pour la fibromyalgie, il s'agit aussi d'une libido non utilisée. C'est possible, Céline, oui, c'est possible aussi que pour la fibromyalgie, c'est une libido qui n'est pas utilisée. Non ? Et après, donc, il y a, si le travail du deuil n'est pas fait correctement, il peut tomber, non, dans la dépression. Ça représenterait un autosabotage. Mais c'est pas exactement un autosabotage, non, parce que c'est pas le but. Alors, pour certaines, peut-être, mais plus que l'auto, c'est l'expression de la libido. La libido doit s'exprimer. Donc, ou c'est moi qui décide ce que je vais en faire, ou elle va s'occuper de moi. Elle va s'occuper de moi et elle va se manifester là où elle peut. Et après, il y a la culpabilité. La culpabilité dans le sens où, comme il y a cette nouvelle sexualité qui commence, non, et que c'est une sexualité qui n'est plus en relation donc avec l'espèce, et que pour certaines femmes, de pouvoir, en fait, c'est la vie de la femme qui réellement commence. Non, parce que jusqu'ici, il y a certaines femmes qui s'étaient cachées, qui se sont cachées derrière le rôle de mère, et donc elles ont caché la femme derrière la mère, et que là, maintenant, à l'époque de la ménopause, il n'y a plus de possibilité de se cacher derrière la mère, qu'il n'y a plus de possibilité. Disons que c'est beaucoup plus difficile, dans le sens où c'est vraiment la vie de la femme qui doit commencer, donc il va falloir accepter cette vie de femme où là aujourd'hui, non, l'espèce n'est plus en jeu, nous pouvons commencer une nouvelle, en fait c'est une liberté, c'est la grande liberté qui est ouverte donc pour la femme pour pouvoir commencer donc cette nouvelle vie. Donc cette nouvelle vie qui est en jeu. Donc effectivement, comme disait Sophie, c'est pas la peine d'attendre pour certaines l'époque de la ménopause, mais comme c'est une étape qui va être importante, où il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu, donc qui vont être en jeu dans la vie de la femme, il faut qu'elle s'en occupe, elle ne peut pas laisser, elle ne peut pas. Chacun fait ce qu'il peut, mais disons qu'il ne convient pas que
cette étape se fasse sans se rendre compte réellement de ce qui se passe, non? Et que si on se donne, on se remet dans les mains de la médecine, ben, ça ne va pas être... donc vivre pleinement cette libido à l'époque de la ménopause réduirait les symptômes. Exactement. D'accord? C'est-à-dire se permettre de vivre librement cette libido. Non? Et donc cette libido, comme je disais, elle peut se réaliser donc dans des relations sexuelles et elle peut se réaliser dans d'autres types d'activités, dans d'autres types de production. Il y a des femmes qui ont commencé une vie de cinéaste, qui ont commencé à devenir écrivaines. Et je veux dire que aujourd'hui, puis encore plus aujourd'hui, mais donc je veux dire que socialement, ce n'est pas quelque chose qui est mal vu, mais toutes les femmes ne se le permettent pas. Toutes les femmes ne se le permettent pas. Donc alors que c'est quelque chose qui est à la portée de toutes. À la portée de toutes. Et pour celles qui pensent que pour elles ce n'est pas le cas, ben, il faut qu'elles commencent à avoir une psychanalyse pour pouvoir changer ces idées qu'elles ont d'elles-mêmes. Non? Donc ces idées qu'elles ont d'elles-mêmes pour pouvoir modifier. Et en plus, très souvent, ce sont des idées que nous avons, mais qui sont inconscientes. C'est pour ça que nous allons le voir parce qu'il y a des femmes qui se présentent comme très modernes, très libérées, etc. Et en fait, on va voir qu'elles vont souffrir de symptômes dans la réalité. On dit, ah, il y a des idées inconscientes qu'elle ne sait même pas qu'elle a. Non, c'est-à-dire que c'est pour ça que ce sont des informations, quand je dis que c'est la culture générale, dans le sens où c'est quelque chose où le sujet ne va pas décider. Ça suppose que la femme puisse réfléchir à vivre une existence propre autrement que d'être une machine à procréer. Le rôle de maman, non, cette attribution, je veux dire que pour de nombreuses femmes, c'est un rôle fantastique, c'est quelque chose, c'était donc quelque chose de fantastique dans le sens où c'était aussi un refuge pour ne pas s'occuper de leur vraie vie de femme. Hein. C'est-à-dire que, bon, rappelons, il y a aussi des femmes qui se considèrent qu'ils ne sont pas femmes parce qu'elles n'ont pas eu d'enfant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de préjugés et des préjugés qui continuent à fonctionner en nous, qui fonctionnent en nous, et que nous croyons que nous n'avons pas en plus. C'est aussi une période idéale pour commencer une psychanalyse. Exactement, Marie-Thérèse. Exactement. Merci beaucoup, vous m'éclairez grandement, je comprends mieux. Non? Donc, l'idée que la psychanalyse, c'est quelque chose d'obligatoire dans le sens où les idées que nous avons sur nous-mêmes sont inconscientes. Nous ne savons pas ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que la psychanalyse, c'est un instrument d'autoconnaissance et d'autotransformation, dans le sens où ça va nous permettre de connaître quels sont les préjugés et la morale. Parce qu'aussi, il y a la morale qui rentre en jeu. Non, la morale qui est un barrage qui fonctionne à l'époque du complexe d'Oedipe pour que nous arrêtions de désirer ces objets parentaux, mais qu'après, cette morale devrait disparaître, elle ne devrait plus être là, et que très souvent, elle continue à faire barrière pour la possibilité de satisfaction. Non? Donc, où nous avons une morale très stricte qui nous empêche de vivre une sexualité plus ample. Non, ça c'est pas pour moi, moi je ne suis... Non, moi non, oh non, moi non. Puis après il y en a d'autres qui vont dire directement non, non, moi j'aime pas. Non, donc après c'est une autre manière. Je veux considérer cette période comme une occasion de remise en question. Donc, de remise en question. Qu'est-ce que c'est une remise en question? Donc non, c'est une nouvelle étape de la vie et est la meilleure outil pour mieux se connaître. Donc pour découvrir réellement quelles sont nos motivations. Hein, parce que consciemment, nous pensons que nos motivations sont ceci, sont cela, sont ceci, cela. Puis en fait, quand on commence une psychanalyse, on voit que on découvre que les idées que nous avions sur nous, c'est pas exactement celles qui dirigent notre vie. En fait, les préjugés, alors on va dire que les préjugés, je crois que c'était Lacan qui disait ça, que les préjugés, en fait, c'est le résultat d'une ignorance. Donc, c'est intéressant que la psychanalyse puisse le souligner, puisqu'une fois qu'on a l'information, on peut abandonner son préjugé. Par contre, après, il y a d'autres idées inconscientes que nous avons, et des désirs inconscients que nous avons, que nous ne connaissons pas,
et que nous ne connaissons pas, et que nous n'avons pas d'autre possibilité de connaître que par la psychanalyse. C'est pour ça que c'est un instrument vraiment d'une utilité publique et privée, mais qui est vraiment très intéressante. Non, Freud, non, Lacan parlait du véritable voyage. Le véritable voyage, c'est donc apprendre réellement à se connaître. Non, voyager sur la planète, c'est très joli, mais apprendre à se connaître, c'est vraiment autre élément à travailler en séance, par exemple. Non, c'est-à-dire que apprendre à se connaître, c'est le véritable voyage. Non, voyager à travers cet être humain que je suis, non, qui est, puisqu'en fait, nous vivons dans des sociétés qui essayent de nous cacher cet être humain en nous montrant que non, en nous indiquant que nous pouvons faire 3 choses dans notre vie, en réduisant notre vie énormément, et donc en nous cachant cette humanité qu'il y a en nous. Non, donc voilà pour ce soir. Voilà pour ce soir. Donc merci de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Donc bien évidemment, on continue mardi prochain. On est au mois de juillet, mais on va continuer encore un petit peu. Je vous pose la question, autre élément à travailler en séance? Non, mais il n'y a pas d'élément à travailler en séance, c'est apprendre à parler. C'est ça le plus important, c'est apprendre à parler. Non? Merci à vous, Sophie. Donc, Mohamed, bon courage à vous aussi. Donc, bonne continuation. Donc, on continue mardi prochain, à la même heure, au même endroit. Et votre esprit de partage. Merci à vous, Céline, pour votre participation. Séverine, bonsoir. François, merci à vous. Sonia, merci. Au revoir, Nadine. Merci à vous. Catherine, Martine. Donc, on continue mardi. Oui, effectivement. Anan, merci à vous. Soumeya, au revoir. Au revoir, René. Marie-Thérèse, très intéressant cette lecture. Merci. Célia, merci à vous. Geneviève, bonne fin de soirée. Philali, Claudette, bonne fin de soirée. Nadia, Elisabeth, donc Jean-Loup, merci à vous. Jamila, merci. Dorothée, merci. Marie-Laure, donc bonne continuation. Vive la psychanalyse et à mardi prochain. Allez, au revoir. Ciao, ciao.